Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour et bienvenue la famille. Je vous souhaite les vœux de bonheur et santé. Aujourd'hui, nous allons aborder la géopolitique et examiner la décision risquée de Kagame. Nous mettrons également en lumière les mystères entourant le divorce de Kagame avec les États-Unis. Macho Augustin, bienvenue. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Si vous êtes ici pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue et vous invitons à vous abonner pour embarquer avec nous dans la quête de la vérité. Un salut particulier à Papa Patrick Bolima à Kisangani, ainsi qu'à l'évangéliste José Moussa à Kinshasa. Avant de nous lancer, accueillons chaleureusement nos serviteurs de Dieu présents ici à Novita, le pasteur James Ilunga à Kolwezi, le pasteur Paulin Ilunga à Kamako, l'évangéliste Robert Manguiro à Kinshasa, le pasteur Chegombala à Kinshasa et le pasteur Bernard Mafikan Zolameso à Chikapa. Merci à vous, chers ambassadeurs de Dieu. Paul Kagame a commencé à exprimer des vérités qui révèlent ses ressentis face à un monde qu'il a abandonné. La France, de son côté, commence à envisager une alliance avec la Russie, car elle éprouve des craintes à l'égard de ce pays après l'avoir défié en soutenant militairement l'Ukraine, tout en espérant que la Russie perde cette guerre. En observant l'indifférence des États-Unis envers cette guerre orchestrée par les démocrates américains et les Européens, la peur s'installe. Mitterrand Mwanda Aboma, celui qui joue au poker avec les géants, finit toujours par perdre ses jetons. La France tremble, les États-Unis s'en fichent, et Kagame regarde autour de lui comme un joueur qui a misé trop gros. Le monde l'a abandonné, et il commence à sentir que sa chaise se vide. Kagame, qui misait sur Emmanuel Macron pour obtenir des armes, se retrouve face à un allié qui lui dit « Désolé, votre guerre a changé, nous ne pouvons plus vous aider ». En conséquence, Kagame se tourne vers ce qu'il considère comme une source de protection, et c'est en Russie qu'il choisit de s'installer. Ce choix n'est pas anodin, mais vise à sécuriser son pouvoir contre une éventuelle action de la CIA visant à éroder son autorité au Rwanda, où il est au pouvoir depuis 30 ans. Grégoire Sombolayi à Kinshasa, celui qui change de parapluie sous la pluie finit quand même mouillé. Macron lui ferme la porte, Kagame court chez Poutine, mais la Russie est déjà occupée ailleurs. Résultat, il s'installe dans une maison qui fuit, croyant trouver refuge. Voici ce que Paul Kagame a dit, utilisant des paraboles comme dans ses habitudes, comme s'il était devenu Jean-Paul Sartre. Il a dit que le monde entier s'unit contre un petit pays comme le Rwanda. Cela pourrait signifier que nous sommes bien plus remarquables que ce que nous pensons. En observant notre petit Rwanda sur une carte, on pourrait croire qu'il est si minuscule qu'il passerait inaperçu. Pourtant, le monde se ligue contre nous comme si nous étions une grande nation. Boniface Ndamira John, celui qui se prend pour un géant en regardant son ombre, oublie que c'est le soleil qui l'allonge. Kagame joue au philosophe, façon Sartre. Mais son Rwanda minuscule n'est pas devenu grand par magie, c'est juste que ses crimes ont attiré l'attention du monde. Pas besoin de paraboles pour comprendre ça. Cependant, nous continuons à surmonter ces injustices et à avancer, face à ces défis, qu'ils soient internes ou externes. Un véritable leader ne doit pas se laisser aller à trouver des excuses, en disant qu'il a oublié ou qu'il a fait des suppositions, a-t-il conclu. King Komba le sage, celui qui invente des excuses, finit par écrire un dictionnaire de mensonges. Kagame conclut en parlant de leadership, mais ses excuses sont devenues sa spécialité. Un vrai leader ne dit pas « j'ai oublié », il dit « j'assume ». Et ça, il ne l'a jamais fait. En examinant ses propos, il est évident qu'il a pris conscience qu'aucun pays ne le soutient actuellement. Même ceux qui étaient jadis loyaux envers lui l'ont abandonné. C'est probablement la raison pour laquelle il s'est tourné vers la Russie, sans réaliser que les Russes savent qu'il se tourne vers eux parce qu'il n'a plus rien à offrir à ses anciens alliés. Ainsi, il est peu probable que la Russie lui accorde une attention particulière. Bonaventure Messimwanga, celui qui arrive les mains vides repart les poches vides. Kagame court vers Moscou, mais il n'a rien à offrir. Les Russes ne sont pas des philanthropes. Sans minerais, sans argent, il ne sera qu'un invité de passage, pas un partenaire. Lorsqu'il évoque le fait que nous sommes spéciaux, je ne saisis pas à quoi il fait référence. Pendant plus de 30 ans de violence, l'homme recevait qu'une petite fraction, 5%, en espèces, ainsi que des armes,
gratuite pour exploiter les ressources minérales du Congo et les expédier vers les nations demandeuses qui lui fournissent des armes. Ndibwami John à Goma. Celui qui se vante de ses miettes oublie que la table appartient aux autres. Kagame parle de spécial, mais en réalité il n'a reçu que des miettes. 5% en cash et des armes gratuites. Pendant que les autres nations se servaient du gâteau congolais, lui se contentait des restes. Après plus de 12 millions de morts au Congo, le Rwanda n'a obtenu que quelques routes asphaltées dans certains coins de Kigali. L'économie du Rwanda est toujours en difficulté, malgré le fait que d'énormes quantités de minerais transitent par son territoire. Gomer Ngoma, celui qui tue pour des routes, finit par rouler sur des cadavres. Après des millions de morts, le Rwanda n'a gagné que quelques routes. L'économie reste fragile, preuve que le sang versé n'a jamais construit une vraie prospérité. Aucune des usines de transformation des ressources naturelles n'appartient au Rwanda. Elles sont toutes détenues par des pays complices des atrocités au Congo. De plus, ces usines sont sous sanctions américaines, entraînant une suspension de leurs activités. En moins d'un an après l'arrivée de Trump, tout s'est effondré. Titi Chilumba en Namibie, celui qui croit posséder les usines alors qu'elles appartiennent aux autres, finit par balayer devant la porte. Les usines ne sont pas rwandaises, elles sont étrangères. Et avec les sanctions américaines, tout s'est effondré en moins d'un an. Kagame croyait tenir l'économie, mais il n'était que le gardien des clés des autres. Un pays qui prétendait avoir un programme solide pour un Rwanda émergent d'ici 2030 est désormais confronté à un rêve devenu inaccessible. Ainsi, toutes les vies qu'il a, prises au Congo, n'ont pas suffi à lui permettre d'atteindre ses ambitions. Maintenant, son empire bâti sur des mensonges est en péril, surtout après que les Américains ont accueilli des opposants Hutus. Jean Florent est allé Lomela. Celui qui construit son château sur des tombes finit par voir les fantômes en Conseil d'État. Le fameux Rwanda émergent 2030 ressemble désormais à un slogan publicitaire raté. Après des millions de morts au Congo, Kagame n'a même pas réussi à émerger, sauf dans les cauchemars. Voici le destin des acteurs congolais que Kagame a toujours manipulés à sa guise. Il apparaît maintenant que Paul Kagame n'est pas en mesure de les protéger. Quelle sera leur destinée après avoir trahi leur propre nation? Le temps presse. La CIA travaille sur un plan pour faire tomber le régime Tutsi au Rwanda. Issa Limbala, celui qui vend son pays, finit toujours par recevoir la facture. Les marionnettes congolaises découvrent que leur marionnettiste n'a plus de ficelle. La CIA prépare déjà le scénario et eux se demandent si la pièce va finir en tragédie ou en comédie noire. Pendant ce temps, ces marionnettes peuvent essayer de montrer du courage devant les caméras en dissimulant leur désespoir, mais une fois hors de vue, elles se demandent pourquoi elles se sont retrouvées dans cette situation. Et où iront-elles, étant donné qu'au Congo, elles sont considérées comme des condamnées à mort. Sosten Kazanzu à Kinshasa. Celui qui sourit devant la caméra pleure souvent derrière le rideau. Devant les caméras, il joue les héros. Mais une fois les projecteurs éteints, c'est panique générale. Au Congo, leur avenir ressemble plus à une condamnation qu'à une carrière politique. Oui, vous êtes bien à Bunagana, à Goma, à Bukavu, et vous vous trouvez dans des zones minières comme Rubaya et d'autres. Mais serez-vous en mesure de rester là lorsque les Américains commenceront leur exploitation? C'est la question cruciale. Salomo Sankara Nyundu, celui qui s'assoit sur une mine d'or sans armée, finit par s'asseoir sur une bombe. Les zones minières sont des sièges éjectables. Aujourd'hui, ils paradent à Rubaya. Demain, les Américains débarquent avec leurs bulldozers et satellites. Et là, plus personne ne restera assis. Tout cela devrait servir de leçon aux Congolais qui sont utilisés pour dissimuler les vérités fondamentales. Chaque chose a son moment, et celui-ci est propice aux interrogations. Que nous arrivera-t-il après la mort de Paul Kagame? C'est ce que se demandent Nanga et ses camarades. Ce sont ça des questions. Godet Fwala Kilolo à Kasangulu. Celui qui vit dans l'ombre d'un dictateur finit toujours perdu quand la lampe s'éteint. Nanga et ses camarades se posent des questions existentielles. Et après Kagame? Mais quand on a passé sa vie à suivre un guide aveugle, la chute est garantie. Les Américains vont simplement recourir à des mandats d'arrêt internationaux pour empêcher les pays de leur offrir des refuges politiques, les forçant à rester coincés au Congo pour répondre de leur action devant la justice. Beaucoup d'entre eux finiront par avouer que ce n'était pas nous, c'était Kagame, même si Kagame serait peut-être déjà décédé. Franklin Irunga Mwanda, celui qui accuse le mort, oublie que le mort ne peut plus répondre. Quand les mandats tomberont, les complices vont tous chanter la même chanson. Ce n'était pas nous, c'était Kagame. Mais si Kagame est déjà au cimetière, ça risque de sonner comme une mauvaise excuse. Concernant Paul Kagame, après sa chute, il est probable qu'il ne survivra pas plus d'un mois.
car il est déjà malade. Il lutte contre un cancer depuis un certain temps. S'il est encore debout aujourd'hui, c'est grâce aux soins médicaux dont il bénéficie tant qu'il est président. Une fois son mandat terminé, il pourrait subir un AVC ou être éliminé par les Européens lors de ces traitements médicaux pour que ceux-ci puissent s'emparer de ces fonds dans les banques occidentales. Mobutu a connu une fin similaire, mourant après sa chute. Zorobabel Kambolo, celui qui garde ses millions à l'étranger, finit par offrir son testament au banquier. Kagame risque de finir comme Mobutu, malade, isolé et dépouillé par les banques occidentales. Les Européens n'attendent que la fin de son mandat pour transformer ses comptes en solde de liquidation. Actuellement, les M23 critiquent les États pour avoir commencé à déployer des systèmes de surveillance contre leurs troupes, utilisant des dispositifs pilotés à distance. Ils semblent avoir réalisé que la Turquie n'a pas un contrôle total sur la situation et qu'il existe d'autres ressources à leur disposition. Relie le roi à Brazzaville. Celui qui croit jouer seul découvre toujours qu'il y a une caméra dans la salle. Les M23 râlent contre les systèmes de surveillance. Ils pensaient être invisibles, mais les satellites américains les filment comme dans une télé-réalité militaire. Et spoiler, ils ne gagnent jamais le vote du public. En réalité, les États-Unis ont déjà déployé des satellites dans les zones ciblées des Kivus. Cela représente une première étape pour évaluer les interventions à venir. Le président Tshisekedi se rendra bientôt à Washington pour finaliser les accords concernant le partenariat entre les États-Unis et la RDC. Des accords avaient déjà été signés avec les ministres concernés dans divers secteurs en lien avec ces projets. Ainsi, la dernière signature servira à officialiser la présence américaine en République démocratique du Congo. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga, dans le Bandundu-Ville. Celui qui signe avec l'aigle doit s'attendre à voir ses plumes partout. Les satellites sont déjà en place, les accords sont prêts. Tshisekedi va sceller le partenariat à Washington. Et une fois signé, l'aigle américain planera officiellement sur le Congo avec ses plumes dans chaque secteur. En ce qui concerne les propositions que Donald Trump avait envisagé d'offrir à Kagame, visant à lui permettre de tirer profit du transit des minerais congolais par son territoire, vers le port de Mombasa au Kenya. Cela avait été perçu par Kagame comme une moquerie, car il se considérait comme un acteur clé dans cette dynamique des ressources minérales. Pauline Onauchu à Kisangani, celui qui se prend pour le chef du banquet, finit par être renvoyé à la cuisine. Kagame croyait être le maître des minerais, mais Trump lui a proposé un rôle de simple transit. Pour lui, c'était une moquerie, mais en réalité, c'était juste un rappel. Le Congo est la table, et lui n'est qu'un serveur. Kagame avait une connaissance approfondie des ressources minérales situées dans l'est du Congo, comme s'il s'agissait de son propre pays, le Rwanda. Cependant, tout comme seul Dieu, qui est le roi éternel, peut le faire, Kagame finira par s'effondrer, démontrant ainsi la fragilité humaine. Claudio X Mukwitangola à Luanda, celui qui confond le voisinage avec la propriété finit toujours par être corrigé. Kagame connaissait les minerais du Congo mieux que ses propres collines. Mais la fragilité humaine ne pardonne pas. Il n'est pas Dieu, et son empire minéral est bâti sur du sable. Ne soyez pas surpris si Paul Kagame venait à décéder demain ou dans les jours à venir, car le stress qu'il endure actuellement n'est pas du tout idéal pour une personne souffrant d'un cancer au cerveau. Il vit avec cette maladie, malgré la promesse de son médecin qui a déjà indiqué que sa survie ne serait pas prolongée bien longtemps. Gaston Batuyekula Miguel, celui qui porte trop de mensonges, finit par tomber sous leur poids. Le stress, les mensonges, la maladie. Kagame est comme une maison fissurée, elle peut s'écrouler à tout moment. Et même ses médecins semblent avoir déjà écrit la fin du scénario. Cependant, au-delà de tout cela, la préoccupation principale des Tutsis est que leur projet, qui devait se concrétiser sous le leadership de Paul Kagame, semble devenir impossible, malgré le soutien militaire que Kagame a reçu des pays occidentaux dans sa guerre au Congo. Dialukumbanzila Antonio, celui qui construit son rêve sur le dos des autres, finit par se réveiller en cauchemar. Le projet Tutsi au Congo s'effrite. Même avec le soutien militaire occidental, la réalité est implacable. On ne bâtit pas une nation sur des injustices éternelles. Le principal obstacle qui a empêché les Occidentaux de diviser la République démocratique du Congo pour aider les Tutsis, comme cela a été le cas pour les Juifs et les Palestiniens, réside dans l'histoire. Le conflit entre Israël et la Palestine a des racines bibliques, et il est d'une certaine manière légitime pour les Juifs de revendiquer un État sur ce territoire,
Puisque Dieu avait promis une nation à ce peuple, à cette époque, les frontières n'étaient pas définies. Celui qui n'a pas d'histoire ne peut pas inventer des racines. Les Occidentaux savent que le Congo n'est pas la Palestine. Ici, il n'y a pas de promesse biblique, pas de légitimité historique. Juste une tentative de manipulation qui ne prend pas. En revanche, la situation des Tutsis n'a pas cette légitimité, car ils n'ont pas de liens historiques avec le Congo. C'est une réalité que même les Occidentaux, experts dans la division des nations, reconnaissent. Ils sont conscients que l'histoire des soi-disant Tutsis congolais est le résultat de la violence que ce peuple originaire du Nil a tenté d'imposer aux Bantous du Burundi et du Rwanda, les poussant ainsi à se déplacer vers le Congo. Celui qui force la porte finit par être vu comme un intrus. Les Tutsis n'ont pas de racines au Congo. Même les maîtres de la division mondiale reconnaissent que leur présence est le fruit de déplacements forcés et de violence. Pas de légitimité, pas de droit. L'autre, c'est la Belgique. Actuellement, la Belgique a la possibilité de prouver que la race nilotique n'est pas l'origine du Congo. Elle détient une histoire riche avec les 450 ethnies qui formant les différents peuples congolais. Cependant, il n'existe nulle part un peuple ou une tribu nommée Banyamulenge. Cela constitue un obstacle majeur pour les puissances mondiales qui souhaiteraient diviser le Congo, à l'instar du Soudan, de la Guinée. Celui qui invente une tribu finit par écrire un roman, pas une histoire. La Belgique détient les archives. 450 ethnies, mais pas de Banyamulenge. Les puissances mondiales peuvent inventer des scénarios, mais l'histoire officielle ne raconte pas de fiction. Il est inconcevable d'attribuer des terres à des personnes qui n'ont jamais été en lien avec celles-ci. À chaque fois, des pays comme les États-Unis et ceux d'Europe sollicitant des explications de la part de la Belgique qui leur présente la situation de manière claire. Et les États-Unis ont été témoins de la création de l'État indépendant du Congo. Celui qui veut donner des terres à des étrangers finit par perdre sa propre carte. Les États-Unis et l'Europe demandant des explications, et la Belgique rappelle l'évidence. Le Congo est congolais. Pas de fiction, pas de tribu inventée. L'histoire est claire, et elle ne se réécrit pas pour satisfaire des ambitions. Ainsi, l'idée de diviser le Congo, comme cela a été fait pour d'autres nations afin de créer de l'espace, pour les Tutsis, est un rêve, voué à l'échec, sauf si tous les Congolais deviennent des ivrognes. Il est essentiel que l'éducation nationale intègre ces thèmes dans les programmes d'histoire du Congo. Il est inutile de faire étudier aux enfants congolais des figures comme Stanley, Livingstone ou Tipo Tipo, car cela ne sera d'aucune valeur. Celui qui veut diviser un peuple sobre doit d'abord l'enivrer. Imaginer le Congo divisé, c'est croire que les Congolais vont tous se saouler pour oublier leur histoire. Mais tant que l'éducation nationale enseigne la vraie mémoire, Stanley et Livingstone resteront des figurants, pas des héros. Enseignez aux enfants la véritable histoire du Congo, les conflits qui l'ont secoué et leurs causes, ainsi que ses richesses écologiques, sa faune et sa flore. Faites-leur découvrir ce qu'est le cobalt, le coltan et d'autres minerais. Ils grandiront en ayant conscience que si nous ne valorisons pas nos ressources, nous serons écrasés. C'est ainsi que se forment les véritables leaders. Celui qui ignore ses richesses finit par les voir partir dans les poches des autres. Les enfants doivent apprendre que le cobalt et le coltan ne sont pas des mots compliqués, mais des trésors. Un leader ne naît pas dans les discours. Il naît dans la conscience de protéger ses ressources. De nombreux Arabes éduquent leurs enfants, en leur faisant croire qu'un Américain représente une menace pour eux et leur foi. C'est un fait marquant. Cependant, les Congolais doivent comprendre que les millions de morts dans leur pays sont le résultat de la convoitise pour ses richesses et non des conflits internes. Celui qui croit que son ennemi est son voisin oublie que le voleur vient souvent de loin. Les Congolais doivent comprendre que leurs morts ne viennent pas de querelles de voisinage, mais de la convoitise mondiale. Pendant que certains enseignent la peur de l'Américain, nous devons enseigner la vigilance face aux minerais. Inciter les enfants à s'informer sur ceux qui ont détourné des fonds publics, en leur racontant qu'un Rwandais a gouverné le Congo pendant 18 ans, laissant des conséquences désastreuses. Celui qui cache les voleurs dans les livres d'histoire finit par éduquer des complices. Les enfants doivent savoir que le Congo a été gouverné par des mains étrangères et que les détournements ont laissé des cicatrices. L'histoire doit être une lampe, pas un rideau. Mentionnez les noms de tous ces voleurs de la nation et expliquez-leur les circonstances qui les entourent. Les descendants de ces escrocs doivent être conscients que leurs ancêtres étaient malhonnêtes. Ainsi, les enfants grandiront avec une aversion pour le vol. Celui qui nomme les voleurs empêche leurs enfants de devenir. En citant les noms des escrocs,
On ne cherche pas la vengeance, mais la pédagogie. Les enfants doivent grandir avec une allergie au vol, comme on grandit avec une allergie au mensonge. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.